Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся в Цирюльню, в город Ивердон. В последнее время мужские парикмахерские приобрели огромный успех по всему миру и стали в какой-то мере новой тенденцией. Хотя, как мы знаем, иногда новое – это хорошо забытое старое. Итак, мой сегодняшний репортаж называется «Швейцарский цирюльник». Alors bonjour Valon. Bonjour. Merci d'avance pour cette visite et cette discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Avec grand plaisir. Alors pour tout vous avouer, je vous ai découvert un peu ce barbershop tout à fait par hasard en regardant une émission sur la RTS. Ouais. Et je me suis dit ça peut être intéressant de rencontrer ce jeune homme et de discuter et puis de comprendre un petit peu son parcours de vie. Il paraît c'est assez insolite et atypique. Alors racontez-moi, racontez-nous un petit peu. Comment ça s'est passé? J'ai toujours été coiffeur depuis le jeune âge. J'ai mon père qui était coiffeur aussi. Et du coup, ça a aidé à choisir le choix du métier. Donc en fait, c'est toute une dynastie de coiffeurs en fait, alors, quelque part. Voilà, mon papa qui était coiffeur et du coup, j'ai suivi un peu ses pas. Après, j'ai commencé très tôt. À quel âge? Entre 12 et 13 ans à l'époque, parce que je me coiffais moi-même, etc. Et puis du coup, les amis que j'avais à l'époque quand on était gosse, ils demandaient souvent à ce que je les aide à coiffer. Et puis après, je prenais un peu les machines à mon père. Et voilà. Donc vous avez commencé vraiment à vous faire la main voilà, exactement. très tôt. Puis après, niveau école, c'était pas terrible. Et du coup, j'ai même pas les papiers d'école, j'ai rien. Même l'école de base, j'ai pas les papiers. Mais j'ai toujours su que je n'étais pas fait pour les études, puis beaucoup plus pour tout ce qui est l'art, etc., la coiffure et autres. Et du coup, après j'ai trouvé un apprentissage de coiffeur, oui. avec un peu de chance quand même, parce que vu les études que j'avais fait, les écoles que j'ai eues, c'était pas gagné d'avance. Ils ne voulaient pas vous prendre, donc il fallait montrer côté créatif. Voilà, exactement. Donc moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais déjà un petit peu, entre guillemets, coiffeur. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai trouvé l'apprentissage. Donc vous avez commencé l'apprentissage à 14 ans, 15 ans? J'avais 15 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Et du coup, suite à ça, après, je me suis cassé l'épaule, j'ai dû arrêter la coiffure un petit moment. Je me suis retrouvé à travailler chez Swisscom pour la télécommunication. Donc complètement changé d'orientation professionnelle? J'ai dû complètement changer, exactement. Et du coup, mais j'ai jamais vraiment arrêté. Je faisais encore un petit peu pour pas perdre la main, mais j'avais une épaule qui est complètement fracassée. Et du coup, quand j'étais chez Swisscom, en fait, ils m'ont permis, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui était vraiment sympa, qui est très ouvert. Ils m'ont permis de baisser mon taux de travail chez Swisscom à un moment donné. Et puis j'avais commencé à ouvrir un salon en parallèle. Et puis au fur et à mesure, plus ça avançait. En une année, en fait, ça a explosé. Puis 6 mois après, j'ai demandé à mon patron d'arrêter parce que j'avais trop de boulot. Et puis c'était en fait le premier salon que j'avais, il faisait 2 mètres carrés. Donc en fait, juste pour comprendre, donc vous êtes parti dans une orientation professionnelle qui n'avait rien à voir avec la coiffure, parce que vous avez eu ce problème de santé, en fait, cet accident en plus, américain, voilà. Mais étant fidèle à votre voie, à votre passion, vous êtes quand même essayé de revenir vers vos premières amours. Alors voilà, c'est un peu ça. Et puis moi, être assis dans un bureau, c'était pas trop mon truc. D'accord. Et puis c'est ce qui a fait qu'il fallait absolument que je revienne dans la coiffure, quoi. Mais c'était un local qui était dans un grand local et en réalité il y avait un tatoueur, il y avait un mec qui faisait des burgers, donc c'était déjà un concept qui était pas du tout connu en Suisse. Et puis moi je roulais beaucoup avec des motos, j'avais une Harley à l'époque. Et puis avec on mettait carrément les motos dans le grand local. Mais moi mon salon il faisait vraiment 2 mètres et demi carrés, quoi. C'était vraiment très petit. Et puis je vous dis, la première année que j'ai ouvert, j'avais entre 4, 5, 6 heures d'attente. J'avais du monde qui venait à 6 heures le matin pour être dans les premiers, quoi. Donc comment ça s'est fait cette publicité? Est-ce que c'était des amis qui ont commencé à parler de vous? Alors je pense que tout business commence par les amis. En fait. Voilà, les amis. C'est bouche à oreille et puis ça se propage. Ouais, exactement, ça se propage. Et puis après, c'est peut-être un petit peu arrogant de dire ça, mais il y a aussi la qualité des coupes. Dans la rue, les gens voyaient les coupes et puis souvent les gens disaient « Ah, t'as coupé chez qui ?» Parce que moi j'ai commencé à faire les dégradés à 0 très tôt, donc les dégradés à 0 n'étaient pas connus en Suisse, et du coup ça a fait aussi un petit peu la différence, et après c'était l'ambiance.
Moi j'avais mes propres bières, on faisait le café, etc. Enfin, c'était toute une autre ambiance. Ouais. En fait, ce que vous proposiez, ce que vous avez toujours fait, en fait, c'était vraiment offrir une ambiance, en fait, une atmosphère qui est un petit peu particulière. C'est pas comme chez les coiffeurs, on arrive, on va nous mettre les bigoudis, c'est vraiment on arrive et puis on vit une petite expérience, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et puis c'est vraiment, c'est pas juste un aspect visuel, c'est ma vie qui est comme ça. En fait, je vis dans mon salon comme je vis dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est ce qui fait un petit peu la différence avec la concurrence. C'est que souvent les gens, parce qu'il y a une mode, suivent. Ils ouvrent des barbershops à droite à gauche, ça s'est ouvert. Là, ces 3 dernières années, c'est juste la folie, tout ce qui était ouvert. Mais ce qui fait vraiment la différence, je trouve, c'est la personnalité qu'on apporte au projet. C'est ça. C'est pas juste le projet. Il faut que c'est un tout. C'est exactement ça. Je pense que vous êtes très chanceux parce que vous avez réussi à vivre une passion et à vivre avec les choses qui vous intéressent vraiment, qui sont propres à vous. Si vous voulez, moi j'ai ouvert mon premier salon qui a cartonné, donc après j'ai jamais gaspillé mon argent bêtement, si je puis dire, comme j'aurais pu le faire, parce que quand on part je gagnais quand même à peu près 3000 francs au début, donc chez Swisscom. Après chez Swisscom j'ai gravi un peu les échelons assez rapidement, j'avais un salaire qui tournait dans les 4000 francs comme la moyenne des Suisses, je pense. Et puis après quand j'ai ouvert mon salon, la première année ça a tout de suite cartonné, et en fait l'année d'après ça a pris tout un quadruple. Vraiment de l'ampleur, oui. Vraiment une grosse ampleur. Et quand on a autant d'argent aussi jeune, et que moi j'étais quand même réfugié politique à la base, je viens quand même de loin, entre guillemets. Et du coup, quand on se retrouve avec autant d'argent, souvent, en étant jeune, on fait plutôt des bêtises que d'investir intelligemment. Et moi, ça m'est jamais arrivé de faire des grosses bêtises. Donc, j'ai toujours réinvesti, jamais dans ma vie privée. Ça, c'était une petite erreur que j'ai faite. J'aurais peut-être dû plus investir dans la vie privée, mais j'ai toujours tout mis mon argent dans mes business. Donc mon salon, il a commencé petit, après j'ai agrandi. En fait, j'ai pas arrêté d'agrandir. Et encore aujourd'hui, je vais que faire agrandir. Mon ancien salon, juste avant celui-ci, était déjà bien assez grand. Ça suffisait pas. Donc en fait, c'est toujours un investissement. Voilà. En réalité, dans ma vie privée, moi je touche un salaire comme tout le monde, mais tout l'argent que je gagne par rapport au business, je le réinvestis. Donc j'ai fait des habits, des t-shirts, des casquettes, des vestes. Je faisais vraiment des habits. Après, j'ai fait mes bières avec mon logo. Après, j'ai pris un food truck. J'avais une camionnette avec la nourriture aussi. Je faisais plein de stands, donc c'était beaucoup d'investissement parce qu'il faut tout mettre en place, ça prend du temps, ça me prenait tous mes samedis, mes dimanches. Et du coup, en fait, j'ai toujours réinvesti mon argent dans le business. Et encore aujourd'hui, bon, là ici, ça fait quoi? Depuis décembre que je suis dans ce salon, et j'ai déjà changé le salon en tout cas 4 fois. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous n'avez pas pris de vacances ni de congés réels pour un petit peu vous ressourcer depuis pratiquement 11 ans. Vous préférez quand même le risque et le challenge qui vous stimule probablement? Alors je pense que c'est un avantage comme ça peut être un gros défaut. Parce qu'il y a des fois où je pourrais très bien me dire bon maintenant stop. Le problème qu'il y a c'est que je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est jamais assez. Et quand je dis que c'est jamais assez, c'est pas une question d'argent. C'est jamais assez parce que je veux toujours être le meilleur dans tout. C'est horrible. C'est horrible. Pas le meilleur par jalousie négative, mais juste le meilleur par rapport à moi-même. C'est les qualités de leader peut-être qui vous tirent, qui vous emmènent vers... Je ne sais pas si je suis un leader, parce que j'aime pas diriger les gens. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui arrive aussi à donner. Voilà, qui va fédérer les gens et puis qui va les... D'accord. Moi, par exemple, mes employés, je leur dis jamais ce qu'ils doivent faire. Même au restaurant, c'est aussi peut-être... C'est l'autogestion, chacun il va... J'espère à chaque fois d'engager quelqu'un qui sait s'autogérer.
Si un jour, pendant un mois, je suis pas là pour X raison, j'ai vraiment aucun souci à me faire. Réussir, c'est pas que l'argent. Mais pour réussir autant, c'est-à-dire qu'à 30 ans, avoir un local aussi grand que celui-ci, et puis avoir un resto. Avoir une certaine notoriété aussi, une bonne réputation. Voilà, ça, tout ça, c'est que les heures que tu passes. Oui. Tout ce travail. Puis c'est pas parce qu'on est en Suisse que tout roule hein, ici. Il faut toujours rénover et des fois c'est un petit peu court. Vous avez 30 ans, vous êtes un jeune entrepreneur. Est-ce que vous, il y a des moments où vous regrettez un petit peu vos choix? Vous dites voilà, j'aurais dû faire, je sais pas, un apprentissage de commerce, être un clerc quelque part ou employé de bureau, travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h et avoir aucun souci, quelque chose qui me travaille le week-end. Moi, la différence, c'est que le travail, quand je suis au travail, je suis pas forcément au boulot. Je trouve que la vie, elle est beaucoup trop courte. D'ailleurs, le jour, je disais à mes collègues, j'ai dit, j'ai 30 ans, il me reste 20 ans pour essayer encore tout ça. Donc moi, en fait, c'est horrible, mais j'ai pas assez de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Puis vos parents, en fait, ils vous soutiennent, ils sont fiers de votre parcours, de vos résultats. Quand j'avais de la place au travail dans le bureau, mes parents ils croyaient pas. Ma mère a pleuré. Pourtant c'était un job banal, hein, c'était rien d'extraordinaire. Mais le fait d'être dans un bureau, psychologiquement pour les étrangers, elle, quand elle appelait par exemple au pays, elle disait il travaille dans un bureau. C'était une fierté. Alors que peut-être tu gagnes que 3000 francs, mais elles s'en foutent, c'est un bureau. Ça veut dire que pour elles c'était une grande réussite. Et quand j'ai dit que j'allais arrêter pour faire la coiffure, ils m'ont dit t'arrêteras jamais le bureau parce que pour eux c'était une sécurité. Eux ils vivent que sous la sécurité. Et moi je sais pas d'où je sors, mais moi je vis en rien sous la sécurité. Moi mon restaurant m'a coûté 487 000 francs. J'avais 26 ans quand j'ai lancé le projet. J'avais 100 000 francs poche, c'est tout. Vous avez fait un emprunt Alors il y a eu des emprunts, il y a eu la démerde, donc faire moi-même beaucoup de choses. Il y a eu l'emprunt, il y a eu aussi les emprunts privés. C'était très difficile parce qu'il faut rembourser, donc c'est dur de faire confiance. Mais alors moi je suis pas du tout dans la sécurité. C'est sûr qu'à 26 ans, se lancer dans un projet aussi ambitieux, c'est risqué, c'est beaucoup de responsabilités aussi. Mais peut-être la jeunesse, elle est un petit peu faite aussi pour ça. Ouais, c'est ça. Moi je suis né au pays, je suis venu très jeune ici. Au Kosovo donc? Au Kosovo, ouais. Et puis je suis venu très jeune, j'avais une année donc c'est comme si j'étais né. Vous n'avez pas de souvenirs en fait? Non, j'ai pas de souvenirs, non. Après on a beaucoup vécu à travers les parents parce que avant il n'y avait pas d'émission de télé, c'était les chaînes info, la guerre, il n'y avait que ça. Donc on a vécu à travers les parents un petit peu la misère de là-bas. Vous avez une grande famille, hein. Quand vous êtes arrivé, vous étiez... J'ai 3 frères, et puis, enfin j'ai 2 frères, mais 3, et puis moi et mon papa. Par contre mes parents ont une grande famille, donc j'ai 3-4 oncles dans le Jura, j'ai 2 oncles ici, dans le monde entier, aux États-Unis, en France, partout. D'accord. C'était des grandes familles. Puis une fois arrivé en Suisse, il fallait se reconstruire et puis construire une nouvelle vie en fait, hein. S'intégrer, s'habituer à apprendre la langue. Voilà, exactement. Donc il y avait la barrière de la langue, après il y avait la barrière du travail, il y avait beaucoup de choses, il fallait se débrouiller. En plus on faisait partie des premières vagues d'Albanais, donc on a vécu un petit peu de racisme aussi, qu'on vit toujours aujourd'hui. Moi j'ai un problème avec un voisin là, je ne l'ai jamais vu, mais il me traite de sale albanais quand il va à la commune. Maintenant on s'en fout, c'est démodé tout ça, nous on prend plus ça au sérieux, mais quand tu es plus jeune et puis qu'on te dit des choses comme ça, tu les prends un petit peu plus. Et en fait je pense que c'est aussi ça qui fait que ça motive à aller encore plus loin pour leur montrer qu'il n'y a pas que eux qui savent faire. Et puis que voilà, je suis capable, que j'ai ma place. On a notre place partout. Et que c'est pas parce qu'on est en Suisse ou en Suède ou en Allemagne, qui sont des pays qui sont très développés, il n'y a pas que eux qui savent faire. Nous on sait faire, on a juste
pas eu la possibilité de prouver. Au jour d'aujourd'hui, comme il n'y a plus de guerre dans ces pays, il faut voir toutes les sociétés qu'il y a en Suisse. Je suis désolé, mais je pense que 70% des sociétés en Suisse, c'est des étrangers. Portugais, albanais, russes, peu importe. C'est de toute façon des étrangers. Et puis si le grand directeur est suisse, le sous-directeur sera étranger. Parce que nous, c'est sûr que voilà. La chose qu'on a, nous, je pense que les étrangers, surtout dans les pays un peu Balkans et autres, c'est qu'on n'a pas peur du risque. Et puis, on a vécu pire que tout ça. À un moment donné, que je fasse faillite ou pas, c'est moins grave qu'une guerre. C'est moins grave que de perdre son père à la guerre ou de perdre son frère ou son oncle, j'en sais rien, peu importe. Donc, et puis on peut pas, nous on était déjà à zéro. À part revenir à zéro et puis recommencer, on risque rien. Je pense que peut-être cet instinct de vie et de survie, il est tellement développé en fait chez les personnes qui ont connu en fait des situations de guerre, de misère, de famine, etc. que effectivement la personne va s'accrocher et puis va se battre. La phrase quand on dit on n'a plus rien à perdre, c'est ça. C'est à un moment donné quand tu n'as plus rien à perdre, tu fais et puis c'est tout. Comment vous vous projetez, comment vous imaginez votre vie, on va dire dans 10 ans, 15 ans? Est-ce que vous pensez avoir un salon encore plus grand, avoir peut-être des filiales, enfin je ne sais pas, ou passer à autre chose? Moi quand je me suis lancé dans mon premier business, je me suis dit qu'à 30, maximum 35 ans, j'ai arrêté de travailler. Donc il vous reste 5 ans. Voilà, et je suis très loin d'arrêter de travailler parce que j'ai tellement investi. Moi ce que je rêve de gagner, c'est de la liberté. Et pour avoir de la liberté, il faut travailler beaucoup, gagner beaucoup d'argent et puis faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Et pas que toi tu travailles pour l'argent. Alors là pour le moment j'ai pas encore trouvé la solution. Ça viendra. Peut-être c'est de là qu'on retrouve cet esprit un peu, les grandes surfaces, l'esprit américain qui est omniprésent en fait dans ce salon. D'où ça vient en fait cet amour pour les États-Unis? Franchement, souvent on pose la question, je saurais pas vous dire parce que ça fait tellement longtemps que j'aime que je sais pas de quoi c'est parti, mais j'adore tout ce qui est... Moi j'adore les années 60. Потрясающая машина. Чувствую себя как Мэрилин Монро. C'est mon rêve de pouvoir tourner dans les années 60, ça aurait été un rêve. Mais moi, ce que j'adore aux États-Unis, c'est de nouveau. Aux États-Unis, tu as la possibilité de faire des grandes choses. En Suisse, par exemple, pour faire des grandes choses, il faut 200 ans. Mais en tout cas là, vous avez la liberté de décorer le salon et c'est absolument magnifique parce qu'il y a plein de petits objets absolument fascinants. D'où il vient en fait? Est-ce que vous avez mis des années pour les chercher ou quand vous voyez un truc, vous dites ah ça c'est exactement ce qu'il me faut? Alors moi j'aime beaucoup, moi j'aime bien travailler. Moi j'aime l'histoire à la base déjà. Donc moi le moindre objet il faut qu'il ait une histoire. Beaucoup de choses j'ai créé moi-même, comme cette porte, c'est une vieille porte qui a 100 ans. La porte qu'elle a, elle a 100 ans, c'est une porte d'entrée. Oui, on voit parce que pour les... Et puis j'en ai fait une porte de toilette. C'est original, c'est créatif. Mais tout ce que vous voyez en général a appartenu à quelqu'un ou est à un endroit précis où il y a une histoire, où voilà.
Là, nous sommes dans l'espace restaurant. C'est plus un esprit nordique. J'adore. Nordique. J'adore tout ce qui est nordique, donc les couleurs vertes, brunes. Oui. Ça c'est. Mais c'est un mélange un peu tout, c'est un peu ce que je suis. Je suis un peu un mélange de tout. J'adore les pays nordiques, j'adore les États-Unis. Donc c'est ce que j'ai apporté ici. La nourriture est très américaine, mais le lieu il est plus typé nordique, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous, on propose des sandwichs en forme de baguette. Oui. Pas du pain baguette. Un pain qui est complètement différent. Mais la forme, c'est un style de pain baguette. Moi, j'adore le sucré et salé. On a fait une sauce à l'orange, par exemple. Donc, on fait un sandwich à la sauce à l'orange au poulet. Et puis, des fois, on l'a fait au foie gras pour les fêtes de Noël. On a fait à la morue. Enfin, je donne l'idée, j'en sais rien du tout si ça marche, mais je donne l'idée, et après eux, le plus gros travail, c'est qu'ils doivent la mettre en pratique. Donc là, on a fait par exemple un chèvre miel. Donc fromage de chèvre avec un subtil mélange avec le miel. Alors, je fais fromage de chèvre, du bœuf, on a mis des noix dedans, pour donner un peu un côté croustillant. Et puis le miel qu'on a mis dedans, en fait, c'est un miel qu'on produit nous-mêmes. Donc en plus, vous êtes un apiculteur. Alors, pas moi directement, c'est mon papa, mais c'est surtout mon beau-père. D'accord. En tout cas, ça sent délicieusement bon. Alors regardez cette magnifique forme et puis la friture parfaite, un joli doré. Bon, je vais faire sans sauce, juste l'histoire de... Voilà. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Ah, excellent! En plus, il y a une petite planche. En tout cas, Valon, merci infiniment pour cette visite, pour cette interview. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de vous découvrir, de découvrir cette activité, cet endroit qui est effectivement assez insolite. Le parcours, juste chapeau bas. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup d'énergie parce que les ambitions sont là, les projets aussi. Merci. Et que tout se passe au mieux après cette crise et puis pour les années à venir. Merci infiniment. Je vous souhaite aussi tout le bien. J'espère que votre chaîne cartonnera à l'avenir. C'est gentil, merci. Et puis peut-être à bientôt, qui sait. Avec grand plaisir. Ça marche. Наша воскресная прогулка на этом подходит к концу. Я была очень рада познакомиться с Валоном и узнать его историю жизни. Надеюсь, что вам тоже было интересно. При возможности обязательно заезжайте к нему в цирюльню, я уверена, вы непременно останетесь довольны. Желаю вам замечательных выходных и плодотворной недели. До скорой встречи!